Amis cartésiens, bonjour et bienvenue dans cette édition du journal en ce samedi 23 janvier. Les titres que nous allons aborder aujourd'hui sont les suivants. Démarrage des vaccinations Covid au centre hospitalier du Cateau. Lancement du plan de relance par le sous-préfet avec des subventions pour l'école Langevin et des travaux sur le Rio de Tupigny. Modernisation du site de Trémois. Nouvelle exposition à l'Office du tourisme spécial Beatles. La rubrique « Une semaine, une chose » vous emmènera à la découverte de la pierre provenant de l'ancienne manufacture du Palais. Nous rendrons hommage à M. André Dipre avec son magazine « Que sont-elles devenues ?» Et nous finirons ce journal avec un peu de tri sélectif et de recyclage. Comme partout ailleurs en France, le Cateau a débuté sa campagne de vaccination contre la pandémie de la Covid-19 au centre hospitalier du Cateau, situé boulevard Paturle. Le vendredi 15 janvier dernier, c'était au tour du maire et président du conseil de surveillance à l'hôpital, M. Serge Siméon, de recevoir la première injection du vaccin. Pour rappel, le centre hospitalier est désormais en mesure de vacciner tous les personnels soignants et les particuliers âgés de plus de 75 ans. Vous pouvez prendre rendez-vous sur le site Doctolib ou par téléphone au 03 61 56 01 37 ou en envoyant un mail à l'adresse suivante vaccin.covid@ch-lecateau.fr. C'est la première fois que j'ai autant de journalistes. Et après, on dit qu'ils aiment les gens, la souffrance des autres les fait sourire. Bien sûr. Donc ça, on va mettre le bout du doigt, de l'autre main. L'autre main Voilà. Ah oui, bon, d'accord. 90, 92, je crois. C'est ça, qu'est-ce que vous prenez là? Alors là, on surveille la tension et les pulsations cardiaques. La pulsation, ça doit aller, c'est la tension qui doit monter dans ces événements. C'est ça, mais aujourd'hui, tout le monde a la tension un petit peu élevée. Oui, bon, on se retrouve ici au pôle de santé, plus précisément au niveau du centre de vaccination. Il faut savoir que le pôle de santé du Cateau-Cambrésis a été reconnu comme centre de vaccination. Avec Madame la directrice et le président de la CME, on est arrivé à faire entendre notre loi au niveau de l'ARS. Alors c'est en ma qualité de président du conseil de surveillance, puisque les présidents sont ardemment invités à se faire vacciner, que je suis présent aujourd'hui. Il faut savoir que le président du conseil de surveillance se déplace et vient souvent au pôle de santé. Il se déplace aussi à Cambrai, dans les hôpitaux de Cambrai, dans les hôpitaux du Grand Hainaut, puisque j'ai la chance de représenter les politiques au niveau des structures du Cambrésis, du Valenciennois et de la Sambre. Donc c'est à ce titre qu'on m'a sollicité pour ne pas refuser le vaccin. Et puis le deuxième volet, c'est montrer mon attachement et ma confiance auprès des professionnels de santé, et puis c'est ici que j'ai choisi de le faire, à l'hôpital du Cateau, pour le travail qu'ils accomplissent. Et si mon petit geste à lui seul pourrait amener plus de gens à se faire vacciner, ça serait un plus. Alors ce centre va ouvrir très activement, je pense, Madame la directrice, à partir de lundi prochain, d'abord pour les 75 ans, pour les soignants qui ont plus de 50 ans, et aussi progressivement pour des cas particuliers, aller certainement plus tard dans les écoles, puisque Monsieur le Premier ministre l'a annoncé hier. C'est un vaste chantier. Je suis convaincu que c'est une piste pour sortir de la pandémie, et je l'ai fait pas pour moi, je l'ai fait plutôt pour les autres, puisque la pandémie se génère souvent, qu'on peut contaminer actuellement avec les nouveaux modules que l'on a, 15 personnes autour de soi. Donc en me protégeant, le geste il est plus symbolique, c'est qu'à mon contact, je protège les autres. Et moi, je suis quelqu'un qui va souvent dans des réunions. Beaucoup de réunions se font encore en présentiel et non pas en communication informatique. Et il faut que je sois prudent si un jour il m'arrivait quelque chose, que je ne le transfère pas à autrui. Dans la vie, il faut toujours penser que son comportement doit protéger les autres avant de se protéger soi-même. C'est une motivation supplémentaire. Moi qui suis très fragile sur les piqûres, je peux vous assurer à toutes et tous que je ne l'ai pas senti. J'ai eu la chance certainement d'avoir une infirmière de grande qualité qui m'a parlé. Elles le sont toutes, mais qui m'a parlé pendant la petite piqûre, mais on ne sent rien.
Voilà, puis j'invite bien sûr toute la population à se rendre dès que possible. Le problème, c'est l'approvisionnement des vaccins. Le problème, c'est pas le pôle de santé, c'est qu'il y ait assez de vaccins pour vacciner tous les gens qui viendraient ici au pôle de santé. Voilà, mais j'ai la foi dans le personnel qui est ici, j'ai la foi aussi dans ce vaccin, je dis franchement. Il faut qu'on trouve des solutions parce que notre société, on ne peut pas toujours être en rupture de lien social ou être confiné tout le temps. Il faut bien trouver des éléments pour s'en sortir. Après, il y a des sceptiques, c'est le droit à la liberté. Mais si plus en plus de gens sont vaccinés, eh ben, on transférera de moins en moins de ce facteur pandémique. Alors, peut-on faire le point Covid ici au centre hospitalier ? Oui, alors par rapport au centre hospitalier, donc, nous avons des personnes au niveau de notre résidence qui sont Covid positifs aujourd'hui. La propagation a été entérinée et les patients vont bien, ils sont asymptomatiques ou avec des petits syndromes grippaux. Aucun n'a eu, on n'a pas eu d'essai ni de transfert dans un autre centre hospitalier ou dans un service de soins. On a aujourd'hui au sein du centre hospitalier 20 patients Covid dans l'ensemble de nos secteurs d'activité. Quelques soignants également malheureusement qui sont positifs mais qui vont bien. C'est des syndromes soit asymptomatiques ou des symptômes grippaux classiques. Et puis la nouveauté de la semaine, c'est que nous avons ouvert donc mardi 12 janvier un centre de vaccination donc, qui était au départ pour la vaccination de nos personnels hospitaliers et puis qui a pris en charge dès jeudi, donc dès hier, les professionnels de santé libéraux et les aides à domicile, les professionnels des autres centres hospitaliers pour lesquels il n'y a pas de centre de vaccination. Et à partir de lundi prochain, nous ouvrons pour les personnes qui ont plus de 75 ans et des personnes qui ont des maladies chroniques lourdes. Alors, parlez-nous un petit peu plus précisément de ce vaccin. C'est un vaccin qui est dirigé contre le coronavirus, donc, qui va nous permettre, ensemble tout le reste des gestes barrières, de bloquer la chaîne de transmission. Donc c'est un vaccin pour lequel une chaîne logistique très importante a été mise en place parce que, comme vous avez pu entendre à la télé, il y a toute la chaîne du froid qu'il faut respecter afin que les doses puissent parvenir jusqu'aux patients dans les bonnes conditions, mais tout cela a été fait dans la façon la plus professionnelle. Et c'est un vaccin qui va nous aider à réduire les formes graves. Et c'est vraiment la commande en fait, parce que ce qui embolise le système de santé, ce sont les formes graves du coronavirus. Ce sont les patients qui arrivent en réanimation. Et donc c'est ces places-là qu'on va pouvoir garder grâce à ce vaccin, parce que c'est vraiment on s'attend à une baisse significative des formes graves avec ce vaccin. Alors comment se passe ici le processus quand on prend rendez-vous ? En fait, il y a un double système. À partir d'aujourd'hui, on a une plateforme sur Doctolib. Donc, comme déjà, je pense que la presse en a parlé. Ou sinon, nous aussi, on a un numéro de téléphone pour les gens qui n'ont pas d'habilité informatique ou qui n'ont pas d'ordinateur. Nous, on a une ligne directe grâce à laquelle les gens peuvent prendre rendez-vous. Alors ici, comment se passe le processus quand on vient se faire vacciner ? En fait, on se présente à la secrétaire, qui fait un dossier administratif. Après, on passe chez le médecin qui fait une consultation médicale. Et après, on passe chez l'infirmière qui administre le vaccin. Et ensuite, on attend 15 minutes pour voir s'il n'y a aucun souci avec l'administration du vaccin. Et normalement, on vous programme une consultation pour la deuxième dose. Alors je vais vous donner le numéro de téléphone pour que vous puissiez prendre rendez-vous directement par téléphone au niveau de notre centre hospitalier et de notre centre de vaccination.
c'est le 03 61 56 01 37. Vous pouvez aussi retrouver la plateforme et ce numéro de téléphone sur le site santé.gouv ou en appelant le numéro qui a été communiqué pour le département, le numéro vert, qui vous permettra de poser vos questions à la secrétaire en ligne et qui pourra vous aider également à prendre rendez-vous directement sur Doctolib si vous avez besoin de conseils pour pouvoir prendre ce rendez-vous. En novembre 2020, le sous-préfet Raymond Yédou s'est rendu au Cateau-Cambrésis afin de donner le coup d'envoi du plan de relance prévu pour l'arrondissement. Le plan de relance a donc débuté grâce aux subventions versées à l'école Langevin et au démarrage des travaux liés à la dégradation des berges du Rio de Tupigny. Alors j'ai souhaité venir ce matin sur la commune de Le Cateau, une commune d'abord que je connais bien, que j'apprécie beaucoup, et je remercie Monsieur le maire de son accueil. J'ai souhaité venir pour lancer donc l'illustration de ce qu'est le plan de relance, de soutien à l'économie, puisqu'il y a ici des projets tout à fait intéressants que nous avons souhaité accompagner au plan budgétaire. Et j'avais à cœur avec Monsieur le maire d'abord de me les faire présenter et de lui confirmer surtout le soutien budgétaire que l'État apporte à ces opérations, puisque nous avons souhaité les accompagner au maximum de nos possibilités, à la fois sur l'école Langevin, que nous avons visitée ce matin, où nous apportons 80% de financement pour les opérations d'aménagement des abords, mais également sur une autre opération qui a été complexe, sur laquelle Monsieur le maire s'est beaucoup mobilisé, la requalification du Rio de Tupigny, sur laquelle nous apportons 240 000 €, c'est-à-dire 40%, le maximum de ce que nous pouvions apporter. Et je suis très heureux d'avoir pu, dans des délais très rapides, accompagner Monsieur le maire sur ces deux projets. Alors ces crédits s'inscrivent totalement dans le plan de relance national, ce plan de relance dont tout le monde a entendu parler, et je voulais vraiment illustrer le fait que ces crédits, ce sont des crédits qui sont déconcentrés, qui sont arrivés ici dans l'arrondissement de Cambrai, qui sont mis à ma disposition et à celle du préfet, et nous avons été en mesure très rapidement, en quelques semaines simplement, de pouvoir accompagner les projets. Sur le dossier du Rio de Tupigny, il s'est passé moins de 4 semaines entre le moment où Monsieur le maire est venu me voir pour me parler de ce dossier et le moment où nous avons pris la décision de le financer. Donc on est vraiment très heureux parce que tout l'enjeu du plan de relance, c'est de pouvoir soutenir l'économie locale. C'est de pouvoir apporter de la commande publique à nos entreprises, à nos artisans, pour leur permettre de garder les emplois et d'enjamber cette période si difficile que nous traversons en maintenant au maximum l'activité économique. Et c'est le sens de ces 100 milliards, ce paquet de 100 milliards qui a été débloqué, dans lequel il y a un bloc réservé aux investissements des communes et des intercommunalités. Et c'est dans ce cadre-là que nous pouvons accompagner les deux dossiers portés par Monsieur le maire de Le Cateau-Cambrésis. C'est une grande nouvelle qui a été annoncée aux 200 employés de l'usine Trémois. En effet, Trémois est l'un des lauréats des fonds de modernisation automobile et aéronautique mis en place par le gouvernement dans le cadre du plan d'action intitulé France Relance. Trémois souhaite investir 1 million d'euros sur le site du Cateau et l'État soutiendra cet effort via le fonds de modernisation automobile à hauteur de 560 000 €. À cette occasion, le préfet de région, le sous-préfet de Cambrai et le maire se sont rendus sur le site. Le but de mon déplacement ici, c'était de rendre hommage à une entreprise exceptionnelle du Cateau, et qui est une entreprise, comme chacun connaît, spécialisée dans la production de produits automobiles. Et le travail remarquable de cette entreprise, ces projets de modernisation ambitieux et en même temps très réalistes, a conduit l'État, dans le cadre du plan de relance, de lui apporter un soutien de 560 000 € destiné à financer une bonne part d'un investissement qui est en cours de réalisation dans cette entreprise. C'est une réaction ultra positive puisque c'est la concrétisation d'une subvention de l'État dans le cadre du plan de relance automobile pour le groupe Trèves, c'est 560 000 € sur un projet qui de 80% dans cette première tranche. Donc c'est un coup de pouce au développement économique, c'est un coup de pouce à l'outil de production, puisque
Les financements, c'est surtout pour des outils de production, comme on vous l'a présenté tout à l'heure. C'est aussi pour préparer la voiture électrique de demain, et le groupe Trèves veut s'investir, puisqu'il est prestataire de quasiment tout ce qui se trouve dans les Hauts-de-France en matière automobile. Donc c'est aussi un plus pour l'avenir. Cette année 2020 qui vient de s'écouler, c'est à peu près 20 à 25% de baisse de la construction automobile. Et là, c'est parier sur l'avenir en étant toujours en avant-garde. C'est comme ça qu'on construit l'avenir. Et bien sûr, derrière, la volonté de pérenniser l'emploi. Donc c'est une excellente chose que ce plan de relance de la part de l'État. Et ça a été une énorme surprise que le groupe Trèves sur 700 dossiers soit un des retenus sur 105 dossiers sur 700. Donc c'est un plus, ça montre que quand on a la volonté de travailler, de faire de l'ingénierie, on peut décrocher des subventions. Bonjour, donc je m'appelle Mathieu Cabot, je suis le directeur de Trémois. Alors que fabrique-t-on ici ? Alors nous fabriquons des pièces pour l'automobile à destination des principaux clients constructeurs du Nord comme PSA Cévol Nord, Toyota Onin et Renault Douai. Et donc combien y a-t-il d'employés ici ? Nous sommes actuellement sur le site 164 salariés CDI, CDD et nous comptons également sur le renfort d'une quarantaine d'intérimaires tous les jours, donc ce qui porte à peu près un effectif à 200 personnes en équivalent temps plein. Voilà, donc on va parler un petit peu d'aujourd'hui. Là, vous avez accueilli monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, monsieur le maire du Cateau. Alors pour quelle raison ? Donc nous avons sollicité l'aide de l'État en juillet 2020 suite à un appel à projet soutenu par BPI France. Un appel pour la modernisation et la relance de l'industrie automobile. Et lors de cet appel à projet auquel nous avons répondu, nous avons eu l'honneur d'être sélectionnés et retenus pour une aide de l'État. Cette aide est significative puisqu'elle représente un demi-million d'euros et va nous permettre de moderniser le site dans les prochains mois. Donc vous allez vers le futur alors ? Voilà, tout à fait, l'industrie vers le futur. Donc nous souhaitons investir sur le site de manière significative en vue de l'arrivée des véhicules électriques, notamment sur le site de Renault Douai, et aider nos constructeurs, nos clients constructeurs à évoluer vers ce véhicule électrique, mais également moderniser le site avec de la digitalisation, des outils embarqués, des outils collaboratifs qui permettront de rendre le site plus efficient et plus efficace. Genre tablette, tout ce qui est numérique en fait. Voilà, tout à fait, genre tablette, smartphone embarqué, tableau digital, qui permettront à nos collaborateurs de rester totalement connectés et informés de toutes les anomalies, tous les aléas ou tous les changements qui peuvent avoir lieu sur le site. Donc vous êtes confiant pour l'avenir ? Tout à fait, nous sommes confiants. Donc notre objectif est clairement affiché sur le développement du site et le maintien de l'emploi au Cateau-Cambrésis sur le site de Trémois. Reconnaîtrez-vous cette mélodie et leurs interprètes ? Il s'agit bien évidemment de la chanson Help des Beatles. Sachez qu'en ce moment même, et ce jusqu'au 30 janvier, Christian Dujardin expose ses œuvres inspirées du groupe mythique de Liverpool à l'Office du tourisme du Cateau. Allez découvrir l'exposition Haute en couleurs intitulée Magical Mystery Band pour voir les œuvres de ce passionné cocardeux. Pénétrons tout de suite dans son univers psychédélique. Bien, bonjour, je me présente, je suis Christian Dujardin, j'habite sur Bouzy et j'ai une passion depuis quelques années, donc c'est de faire de la peinture. Ça m'est venu depuis quelques années où j'ai rencontré une artiste locale en vacances et qui donnait des cours donc pour pouvoir faire un peu de peinture à l'huile. Et donc ça m'a donné envie de continuer et de retour de vacances. J'ai donc, je me suis équipé en matériel et puis voilà, c'est parti. Donc ça fait 10 ans maintenant que je m'amuse à peindre. Alors j'ai pas de style prédéterminé, je suis parfaitement amateur à la base et autodidacte. Mais bon, avec les moyens d'aujourd'hui, je dirais la presse, les tutos sur Internet, donc on arrive à faire pas mal de choses. Et en parallèle à ça, j'ai une autre passion qui est la musique. Alors la musique des années 60 et 70, et notamment celle des Beatles. Donc voilà, des époques que je n'ai pas connues, mais que mes proches ont pu me faire découvrir régulièrement. Donc je les ai écoutés et réécoutés. Et je me suis dit, ça serait intéressant à un moment donné de pouvoir mettre tout ça, de lier les deux passions, et donc de faire de la peinture sur les chansons des Beatles.
Donc j'ai choisi 2 albums qui sont les albums les plus, je dirais, colorés de ce groupe, à savoir le Sgt Pepper, donc qui est bien sûr est extrêmement connu dans le monde du rock et de la musique, et celui qui est un peu moins connu à mon sens, c'est Magical Mystery Tour, et donc c'est deux albums emblématiques puisque le groupe était à cette période-là en studio et qu'il a pu s'adonner à toutes les nouvelles technologies auxquelles ils avaient accès et qui étaient tout à fait novatrices à cette époque. Donc voilà. Et comme ces 2 albums sont très colorés, j'ai fait l'association peinture et musique, et donc, j'ai essayé, et donc, bien sûr, l'époque était celle des chansons très psychédéliques, donc toujours la couleur, les sons nouveaux, et donc tout ça, je trouve, colle très bien avec une réalisation graphique. Bon, bien sûr, j'ai une libre interprétation des chansons, c'est simplement en ayant traduit les chansons, en les écoutant, que j'ai imaginé à ma façon ce que ça pouvait donner de façon graphique. Alors c'est très illustratif, c'est pas de la peinture abstraite, c'est vraiment essayer de ressortir une image par rapport à la musique. Voilà. Là, c'est en fonction donc d'une chanson. Chaque tableau est lié à une chanson. Et donc cette chanson, c'est l'histoire d'une jeune fille qui fugue le foyer familial. Comme il y avait beaucoup à l'époque, malheureusement, des gens qui étaient invités par des sortes de gourous, on va dire, à quitter un peu le foyer familial et partir en Californie. Donc voilà, c'est une chanson à fait divers que Paul McCartney avait lu dans la presse, et il en a fait cette chanson qui est un petit peu triste, bien sûr, mais donc moi l'idée c'était de reprendre aussi le support de journaux, puisque ça vient d'un article écrit. Donc j'ai d'abord collé du journal anglais, comme ça les phrases pour les curieux, c'est bien de l'anglais qu'il y a dessus. Et puis j'ai imaginé un peu cette jeune fille qui quitte donc son foyer familial et va rejoindre un ami pour aller vers des lieux plus ensoleillés. Donc c'est le côté graphique, ça rappelle un petit peu tout ce qui est pop art. Donc voilà un petit peu l'idée aussi pour interpréter librement cette chanson. Alors celui-là, c'est relatif à la chanson When I'm 64. Donc quand j'aurai 64 ans, une chanson qui d'ailleurs avait été écrite que Paul McCartney a écrit à l'âge de 14 ans, me semble-t-il, de mémoire, et qu'il avait composé sur le piano de son père qui était pianiste, musicien, et donc il l'a ressorti de ses cartons lors de la réalisation de l'album Sgt Pepper. Il l'a mis en musique à cette époque-là, et donc la chanson c'est bien sûr je m'imagine quand j'aurai 64 ans. Donc là on retrouve un peu tous les éléments qui sont dans la chanson. Ils y sont pas tous, mais les principaux. Alors la question, est-ce que tu m'offriras toujours une bouteille de vin pour la Saint-Valentin ? Est-ce qu'on pourra aller sur l'île de Wright pour se reposer, pour notre retraite ? Est-ce que tu m'offriras toujours qu'on fêtera l'anniversaire ? Est-ce que tu me laisseras rentrer à 3h moins le quart ? Donc dans la chanson, il lui dit est-ce que tu voudras toujours que je rentre tard à ce moment-là ? Est-ce qu'on pourra jardiner ensemble ? Est-ce que tu m'enverras toujours des cartes postales pour mon anniversaire ? Donc là, j'ai représenté une photo de McCartney qui est assez célèbre, et puis une photo de son papa. Et petit détail amusant ici, est-ce que tu auras toujours besoin de moi pour changer les fusibles ? Voilà. Alors ici, on a le tableau qui fait référence à Penny Lane. Alors Penny Lane, c'est très connu. La rue qui est évoquée dans cette chanson, c'est le lieu d'enfance de John et de Paul. Donc bien sûr une chanson basée sur tous les souvenirs d'enfance. Alors plutôt que de représenter la rue, et comme c'est affilié à la notion du souvenir, de la nostalgie, j'ai plutôt représenté sur un bureau les éléments qu'on peut retrouver là aussi dans la chanson.
Donc dans cette chanson, bon, tout n'y est pas bien sûr, mais Paul parle de la caserne de pompiers qui est dans cette rue, le fameux coiffeur barbier, la banque, et ensuite des petits éléments comme le coquelicot aussi qui est vendu par une jeune infirmière, le portrait de la reine que le pompier a toujours dans sa poche. Bon, c'est des petites choses. Là aussi, tout n'est pas vrai, mais c'est le côté poétique. La montre en forme de sablier. Ici, un plan, mais un plan qui n'est pas le vrai plan du quartier de Liverpool, mais qui reprend la chanson, enfin le nom Penny Lane, et ici toutes des rues, d'autres quartiers avec des noms d'autres chansons, d'autres groupes. Et enfin, ici, l'écriture de la chanson. Alors, je me suis amusé à aller chercher le brouillon qu'avait fait McCartney pour écrire les chansons, pour écrire cette chanson. Et je me suis amusé à essayer de faire la même écriture, les mêmes ratures aux mêmes endroits pour donner un petit côté, un petit clin d'œil. Et donc, j'ai beaucoup aimé faire ce tableau parce que y a le côté lumineux, bien sûr, et le côté bois qui est très sympathique à réaliser. Alors ici c'est sur la chanson I'm the Walrus, donc qui veut dire je suis le morse. Alors pour commencer, avant toute chose, cette chanson a été écrite par John Lennon, et à l'époque où il lisait dans les journaux que beaucoup de personnes s'amusaient à essayer de comprendre ce qu'il avait voulu dire dans des chansons, parce que c'est des paroles toujours très imagées, très à l'anglaise, très même des fois sans réel sens. Et donc beaucoup de ses fans s'amusaient à décortiquer, à essayer d'interpréter les paroles. Et même dans certaines écoles, on commençait déjà à étudier leurs chansons. Donc il s'en est amusé et a écrit I'm the Walrus, qui est une chanson complètement, on va dire, délirante et avec un non-sens anglais typique, en se disant je vais leur donner un petit peu de fil à retordre. Ils vont s'amuser à essayer de comprendre ce que j'ai voulu dire. Donc là, j'ai traduit la chanson et effectivement c'est complètement délirant. Et ce qui était amusant, c'est d'essayer de faire une composition avec toutes ces images. Donc on retrouve bien sûr ici le morse, on retrouve des policiers qui volent, qui courent après des armes à feu, on retrouve un joker, on retrouve également John Lennon assis sur une sorte de cornflakes géant. On va retrouver la tour Eiffel avec un poisson qui essaie de l'escalader. On retrouve ici aussi un clin d'œil à Edgar Allan Poe, qui était que John Lennon admirait. Une prêtresse, ici des pingouins, enfin voilà, toutes sortes de petites choses qu'on retrouve dans la chanson. Ça fait très plaisir parce que j'avais fait déjà des petites expositions avec d'autres artistes. Là c'est pour moi tout seul, donc c'est vraiment super, sans compter l'accueil qui a été fait. L'exposition devait avoir lieu l'an dernier, mais pour cause de confinement, ça a été repoussé. Et vraiment, de façon très sympathique, encore une fois, j'ai été recontacté. On m'a permis de faire l'exposition ici au mois de janvier. Donc, c'est toujours un honneur de pouvoir exposer ce qu'on a fait. D'autant plus que j'ai passé beaucoup d'heures. Et donc, j'espère pouvoir partager tout ça avec les gens qui pourront venir sur place. Ensuite, on peut retrouver tout ça aussi sur Facebook, sur les réseaux. J'ai les pages qui me sont consacrées, donc voilà. Mais ça fait extrêmement plaisir. Et puis, je dirais que si je peux apporter un tout petit peu de couleur dans ces temps de grisaille, de morosité, c'est d'autant mieux. Voilà. Et puis de partager ça avec les visiteurs, et c'est toujours avec plaisir aussi qu'on peut discuter ensemble, échanger, soit sur la musique, soit sur la peinture. Donc voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Une semaine, une chose vous emmène à la découverte historique de la pierre provenant de l'ancienne manufacture du Palais. Ce reportage est en partenariat avec le musée Matisse.
Après la Révolution française, le palais Fénelon et ses nombreuses dépendances, qui s'étendaient sur l'actuelle rue des Poilus, deviennent un bien national. Au XIXe siècle, l'ancienne résidence des archevêques de Cambrai va lier son histoire à celle de l'industrie textile, en plein essor dans la région. En 1812, Ferdinand Ladrière rachète l'ensemble des bâtiments, il installe la première usine textile de la ville dans les dépendances, une filature et un tissage de coton, et aménage le château en maison d'habitation. Dès 1817, 800 ouvriers travaillaient sur place. En 1832 on en dénombre 3000. Les Catésiens l'avaient surnommé « la manufacture du palais ». Plusieurs propriétaires se succéderont, et la production s'étendra par la suite au secteur lainier. Après le rachat du palais Fénelon par la ville le 5 avril 1881, l'usine du palais disparaît définitivement dans un incendie le 11 mars 1906. Elle sera remplacée en 1912 par un bâtiment en briques rouges, l'école des filles. Cette pierre imposante, provenant de l'ancienne manufacture du palais, témoigne de la grandeur passée de ce patrimoine et de son histoire mouvementée. Il y a 10 ans, André Dipre nous quittait. Bénévole des premières heures de Beffroi Vision, il était féru d'histoire locale et en faisait profiter les téléspectateurs avec l'élaboration de magazines en compagnie de ses acolytes préférés. Les plus anciens d'entre vous s'en souviennent. Il s'amusait également à faire quelques clips humoristiques. Pour lui rendre hommage, pour les 10 ans de sa disparition, nous vous proposons de redécouvrir l'une de ces pépites mêlant humour et histoire locale intitulée « Que sont-elles devenues ?» Imaginez qu'un beau jour un aïeul nous revienne et que descendant la rue de la gare une envie lui prenne. Il dit « Je connais bien l'endroit, je vais aller me soulager à l'octroi. Où sont nos pissotières d'antan? Quand l'eau claire sur l'ardoise dégoulinait en cascade, que sont-elles devenues? On ne les reverra plus. » Poursuivant son petit bonhomme de chemin, il se rappelle qu'il y en avait deux du côté de chez Poncin, l'une sur l'asile des vieux et l'autre pour les besogneux. Où sont nos pissotières d'antan? Quand l'eau claire sur l'ardoise dégoulinait en cascade, que sont-elles devenues? On ne les reverra plus. Son envie devient de plus en plus pressée. Il allonge le pas jusque la rue du marché. Rue de Fémilian n'a plus, et celle de la banque a disparu. Où sont nos pissotières d'antan? Quand l'eau claire sur l'ardoise dégoulinait en cascade, que sont-elles devenues? On ne les reverra plus. Un promeneur le dirige dans la rue des Savetiers, mais l'endroit est trop chic pour qu'il n'ose y rentrer. D'ailleurs, le magasin est fermé, car le rideau est déjà tiré. Où sont nos pissotières d'antan? Quand l'eau claire sur l'ardoise dégoulinait en cascade, que sont-elles devenues? On ne les reverra plus. Il pense qu'au jardin public il y en avait 3,
une à gauche en entrant, une autre au milieu avec un toit. Elle était couverte de graffiti, il y avait de quoi lire toute l'après-midi. Où sont nos pissotières d'antan? Quand l'eau claire sur l'ardoise dégoulinait en cascade, que sont-elles devenues? On ne les reverra plus. Il se souvient de celle qui était au bord de la selle. Et en haut de la rue d'en bas, c'est pas banal, une à l'emplacement de chez Total. Place face au jet d'eau, une sur le mur de chez Trigo. Où sont nos pissotières d'antan? Quand l'eau claire sur l'ardoise dégoulinait en cascade, que sont-elles devenues? On ne les reverra plus. Il ne pense plus car sa mémoire ramollit. Il oublie la rue de la République et celle de la mairie. En comptant la salle des fêtes, avec la gendarmerie, ça fait 17. Où sont nos pissotières d'antan? Quand l'eau claire sur l'ardoise dégoulinait en cascade, que sont-elles devenues? On ne les reverra plus. Renseignement pris sous le dessin d'Herbin, il va pouvoir enfin arriver à ses fins. Mais la porte est fermée, un ouvrier a perdu la clé. Où sont nos pissotières d'antan? Quand l'eau claire sur l'ardoise dégoulinait en cascade, que sont-elles devenues? On ne les reverra plus. Oh, c'est que ce truc-là qui ressemble à un évier. Chaillé a tout compris au coin de le rue Cuvier. J'avais bien caché la touche pays, j'ai Tichy qu'ils ont toutes réunies. Finissons ce journal sur une note écologique. Il est vrai qu'au quotidien, nous avons souvent des questions sur le tri et le recyclage de nos emballages et papiers. Ce spot que vous allez voir permet de répondre à de nombreuses interrogations comme « Est-ce que tous les papiers se recyclent ?» ou encore « Comment trier les cartons de pizza ou les conserves ?» Retrouvons tout de suite la Minute Info tri et recyclage des emballages et papiers. Les cartons de pizza, les conserves même salies, ça se recycle? Est-ce que les pots de yaourt se trient? Quelle est la couleur du bac pour les papiers? Jaune ou bleu? Au quotidien, nous avons souvent des questions pour bien trier nos emballages et nos papiers. Pour connaître les consignes de votre commune et adopter les bons gestes, téléchargez l'application gratuite Guide du tri. Trier, c'est donner une nouvelle vie à nos emballages et nos papiers. Qui paie pour le tri et le recyclage de nos emballages? Selon la responsabilité élargie du producteur, les entreprises de la grande consommation ont l'obligation de gérer la fin de vie des emballages qu'elles mettent sur le marché. Pour cela, en 1992, les pouvoirs publics, les collectivités et les entreprises se sont mis d'accord pour que les entreprises financent les collectivités afin qu'elles mettent en place la collecte sélective sur leur territoire. Ainsi, pour chaque produit emballé distribué, chaque entreprise paye un montant allant de quelques centimes à quelques dizaines de centimes d'euros, généralement inférieur à 1% du prix de vente du produit. L'ensemble de ces contributions, gérées par Citeo, permet de rémunérer les collectivités locales en fonction des tonnes d'emballage qu'elles collectent et trient pour être recyclées. Aujourd'hui, les entreprises doivent financer 80% des coûts de la collecte et du tri des emballages au niveau national. Le reste des coûts, assumés par la collectivité, est couvert par la revente à des recycleurs des matériaux d'emballage qui sont triés dans des centres de tri. Si le produit de cette vente ne suffit pas à couvrir tous les coûts, le solde est couvert par les impôts locaux. En 2019, les entreprises ont payé plus de 800 millions d'euros pour le dispositif de recyclage des emballages et des papiers. Et depuis 2013, la somme des contributions s'élève à près de 12 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'un emballage biodégradable? Un emballage biodégradable signifie qu'il peut être dégradé par des organismes vivants. Pour autant, un emballage en carton, papier ou plastique ne doit surtout pas être jeté dans la nature. Il ne s'auto-détruira pas car toutes les conditions nécessaires à sa dégradation ne sont pas nécessairement réunies. Et il aura un impact négatif sur la biodiversité. Un emballage biodégradable peut être par exemple composté
dans certains cas dans un bac de compostage et dans d'autres cas dans une usine. Des matériaux naturels tels que le bois, l'amidon ou le papier sont considérés comme biodégradables s'ils n'ont été soumis à aucun traitement chimique de transformation. Pour identifier les emballages biodégradables et compostables, repérez la mention « compostable à domicile » ou le logo « OK Compost Home ». En revanche, une seule mention biodégradable ne garantit pas que l'emballage puisse être dégradé dans les bonnes conditions. De même que les emballages identifiés comme compostables industriellement, puisqu'il n'existe pas de filière en France. Ces deux mentions seront d'ailleurs bientôt interdites sur les emballages, dans le cadre de la loi anti-gaspillage et pour une économie circulaire. Quant à moi, j'ai été ravie de partager ce journal édition 2021 avec vous. N'hésitez pas à nous retrouver sur notre site officiel, Beffroi Vision, et notre page Facebook, ainsi qu'à visionner cette édition sur YouTube. Je tenais encore une fois à vous souhaiter une bonne et très chanceuse année 2021. À très bientôt, bye bye.